Merci à tous d'être là. Donc, je suis Irène Salençon, chargée de recherche sur les transitions urbaines à l'Agence française de développement. Je travaille dans le département diagnostic économique et politique publique, qui est dirigé par Hélène Joufelkit, qui est présente, dans la direction innovation recherche. Donc, ce séminaire, c'est le 5e d'une série de webinaires organisés par le département éco de l'AFD. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Roman Stadnicki, maître de conférences en géographie à l'Université de Tours, Myriam Katus, chercheur CNRS, et Raphaël Lemago-Ariec, qui est également à l'Université de Tours. Nous présentons aujourd'hui les résultats d'un ouvrage collectif qui s'appelle l'abécédaire des villes au Maghreb et au Machrek, qui est paru en 2020, dans lequel il y a 99 auteurs, c'est un gros ouvrage, et nous aurons un deuxième séminaire le 29 janvier sur deux autres thèmes traités dans l'ouvrage, qui sont les ports maritimes notamment, et les grands projets. Donc aujourd'hui, je veux vous parler en 2 points. Pourquoi l'AFD s'intéresse au thème qu'on a choisi aujourd'hui, donc les jeunesses et le sport au Maghreb et au Moyen-Orient, et d'autre part un petit mot sur l'ouvrage lui-même qui sera présenté plus amplement par Roman Stadnicki. Alors, d'abord, l'AFD travaille dans 90 pays et dans la plupart de nos pays d'intervention, les populations de moins de 25 ans représentent la majorité de la population. Donc, au Maghreb et au Machrek, c'est environ 2/3 de la population totale. Dans certains de nos pays d'intervention, c'est jusqu'à 75%. Voilà. Donc, de toute façon, les jeunesses sont un thème qui nous intéresse. Et puis, comme vous le savez, dans cette région, à partir de la fin 2010, il y a eu à partir de la fin 2010 les printemps arabes qui ont donné lieu à une mobilisation des jeunesses, et ces mobilisations ont conduit la coopération internationale à revoir les priorités d'intervention dans la région. Et donc, concrètement, le ministère des Affaires étrangères français a demandé à l'Agence française de développement de travailler en particulier pour la lutte contre le chômage des jeunes. Et c'est ainsi que dans le cadre d'intervention régionale Méditerranée de l'Agence française de développement pour la période 2015-2018, on trouve comme priorité l'emploi de la jeunesse et la cohésion sociale. En ce qui concerne le thème du sport, donc en novembre 2017, le président Emmanuel Macron se rend à Ouagadougou. Et dans son discours, il présente le sport comme un levier de développement, ce qui peut paraître étonnant, mais en réalité, on sait que de très importantes ressources économiques sont à la fois investies dans les activités sportives et générées par les activités sportives. Et c'est ainsi que le sport devient aussi un champ d'intervention pour l'Agence française de développement. Donc, on va retrouver dans le plan d'orientation stratégique de l'Agence française de développement en cours, ou la période 2018-2022, donc un engagement pour la cohésion sociale, la lutte contre les inégalités. Et en 2019 est créée à l'AFD une division dédiée au lien social qui a comme axe d'intervention justement le sport et le développement, et aussi égalité femmes-hommes et accès à la culture. Alors maintenant, un mot sur l'ouvrage avant de laisser la parole à Roman Stadnicki. Je l'ai dit, dans cet ouvrage, il y a 99 auteurs, dont 2 auteurs AFD. Donc Pierre-Arnaud Bartel, qui est aujourd'hui responsable de la cellule renforcement des capacités à l'AFD, de la division renforcement des capacités, et qui sera le modérateur du webinaire du 29 janvier, et moi-même. Donc, nous avons eu la chance, Pierre-Arnaud Bartel et moi-même, d'être accueillis durant nos thèses de doctorat. Moi, j'ai fait ma thèse sur Jérusalem et Pierre-Arnaud sur Tunis, dans ce laboratoire qui s'appelle donc Laboratoire de recherche CITER, et dans l'équipe EMAM, Monde arabe Méditerranée, de ce laboratoire de l'Université de Tours. Et c'est ce laboratoire qui, aujourd'hui, a coordonné cet ouvrage collectif. Donc, ces 2 webinaires sont aussi l'occasion pour moi et pour Pierre-Arnaud Bartel de rendre hommage à tous nos collègues, nos anciens collègues qui sont passés par ce laboratoire, et en particulier à 2 professeurs qui sont donc Pierre Signol et Jean-François Coin, à qui est destiné cet ouvrage. C'est un ouvrage en hommage à ces 2 professeurs.
Ces deux professeurs ont dirigé énormément de thèses de doctorat et ils ont formé de nombreux chercheurs des deux rives de la Méditerranée, donc aussi beaucoup de chercheurs du Maghreb et du Machrek. Et ça nous intéresse, ça nous touche particulièrement l'Agence française de développement parce que, évidemment, dans nos missions, voilà, j'espère que c'était la dernière coupure. Dans nos missions, nous voulons renforcer les capacités de la recherche au Sud. Et donc, cette équipe, EMAM de Tours, fait ce travail depuis plusieurs décennies. Et justement, grâce à Pierre Signol et Jean-François Troin, ils ont créé un véritable réseau de chercheurs qui continuent à collaborer ensemble. Et je dois dire, c'est l'occasion pour moi de dire que ces chercheurs collaborent activement d'un point de vue professionnel, mais pour nombre d'entre nous, nous avons aussi tissé des liens amicaux et que donc la parution de l'ouvrage, de cet ouvrage collectif avec 99 auteurs, nous a suscité une grande émotion. On était très vraiment réjouis, ravis de cette parution. Et donc, je remercie aussi les coordinateurs de l'ouvrage, ils sont 5. Bénédicte Florin s'exprimera le 29 janvier et je passe la parole à Roman Stanicki qui est l'un des coordinateurs de l'ouvrage. Merci Roman. Merci à toi Irène. Je suis presque rassuré, mais sans sadisme, hein, de voir que nous ne sommes pas les seuls à l'université à être concernés par la défaillance technique et la difficulté à mener des réunions et à plus forte raison des cours hein, avec des outils soi-disant performants de vidéoconférence. Mais enfin, nous t'avons entendu et bravo parce que c'est pas facile de disparaître et de revenir comme ça sur scène toutes les minutes. Bien. Eh ben, écoutez, un grand merci, évidemment, un grand merci à Irène Salançon et puis à toute l'équipe organisatrice hein, de l'AFD, Delphine. Puis je reconnais aussi des collègues et amis croisés au Caire. Je pense à Hélène Joufelkit. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe, évidemment, pour cette tribune que vous offrez aussi à l'ouvrage, dont nous sommes évidemment très fiers et très contents de pouvoir parler ici. Et je crois d'ailleurs qu'on a fait un peu ce livre pour des moments comme celui-là, c'est-à-dire que pour que vous puissiez justement les uns et les autres vous en emparer et puiser dedans, hein, faire votre marché et surtout envisager, comme vous le faites aujourd'hui, des correspondances, des transversalités hein, autour en croisant comme ça ce qui dans notre livre constitue les entrées et en faisant un thème effectivement, un thème transverse, celui de la jeunesse et des sports. Donc c'est vraiment, on est pleinement satisfait de cela. Et alors là, il y a de quoi faire parce que c'est un gros livre que nous avons fabriqué. Hein. Irène le disait, une centaine d'auteurs, 5 coordinateurs. Permettez-moi de les citer et de les saluer. Certains sont connectés aujourd'hui. Bénédicte Florin, Anna Madeuf, Olivier Saint-Martin, Florence Troin et moi-même, accompagnés donc de nombreux auteurs pour une totalité de 150 textes. Hein, donc, c'est un pavé. Alors, c'est peut-être pas le meilleur argument de vente que je vous fais là, mais j'essaierai de m'améliorer un peu plus tard. Mais c'est une somme, en tout cas, effectivement, collective que nous proposons là et qui permet donc de faire de vous en emparer, je crois, effectivement, quelle que soit l'entrée. Alors, pour faire vite, il y a 3 familles de textes dans cet ouvrage. Il y a des textes consacrés aux principales métropoles de la région. Hein. Toutes les capitales y sont traitées, beaucoup de villes secondaires également, assorties de cartes inédites. En voici une ici à l'écran, celle d'Alger, hein, réalisée par notre collègue Florence Troin. Donc, première série de textes. Il y a une deuxième série de textes. Eh bien, ce sont ces entrées thématiques, ces notices thématiques, hein, comme celles que vous avez sélectionnées aujourd'hui, jeunesse et sport par exemple, qui permettent utilement, je crois, aussi de décloisonner hein, les espaces nord-africains, proche-orientaux, péninsule arabique, qui composent l'aire géographique sur laquelle nous travaillons. Et puis, adossé à ces textes, une 3e série de textes, alors vous avez un échantillon ici à l'écran, ce sont des encadrés hein, qui viennent mettre en lumière une dimension particulière d'un sujet. Ici, vous avez le mouvement ultra, Raphaël nous en peut-être reparlera, hein, là, on est à la frontière entre sport et politique. Vous savez, c'est ce mouvement
qui a fortement émergé dans le contexte mouvement militant, dans le contexte effectivement des printemps arabes. Alors, ce livre, eh bien, il reflète, il faut le dire aussi, le réseau de chercheurs qui s'est constitué à Tours il y a 40 ans, à l'initiative, Irène l'a dit, de Pierre Signol et de Jean-François Troin, sur l'urbanisation du monde arabe. Et ces 4 décennies, eh bien, elles ont été cruciales pour les villes de la région. Elles ont produit une série de grands bouleversements, de très grands bouleversements que vous me permettrez de résumer très sommairement en 3 points ici. Le premier de ces bouleversements, c'est la transition démographique et urbaine. Cela marche ensemble. Ce sont les villes qui ont absorbé la croissance démographique exceptionnelle de ces dernières décennies. Et aujourd'hui, il n'y a plus que le Yémen qui voit son taux d'urbanisation situé sous la barre des 50%. Et c'est aussi cette très forte croissance démographique qui place l'âge médian, vous savez, celui qui coupe une population en deux, à 24 ans aujourd'hui, contre 30 ans pour l'échelle mondiale. Voilà un premier indicateur incontestable de la jeunesse de la population. Le deuxième bouleversement, c'est l'inscription dans la mondialisation. Alors qui s'est évidemment réalisé à des rythmes et des intensités différents, évidemment, mais qui a au moins permis de placer les villes du Golfe sur la carte de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les villes globales ou les villes mondiales. Le troisième de ces bouleversements, Irène l'a aussi un petit peu évoqué, c'est l'aspiration démocratique des peuples. Nous célébrons aujourd'hui, dans quelques jours, cette semaine en tout cas, les 10 ans de la révolution égyptienne. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'appropriation de l'espace par les habitants, les cultures urbaines ont été profondément transformées par ces événements. Vous le savez, les villes ont été le creuset de ces révolutions. Mais les politiques urbaines ont également été transformées et le sont encore aujourd'hui. Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner de près les projets, les grands projets qu'on pourrait qualifier d'exurbanisation, visant à sortir de l'existant pour, par exemple, construire ex nihilo une nouvelle capitale. C'est le cas en Égypte aujourd'hui, où il suffit de voir aussi comment se diffuse ce que l'on peut appeler l'urbanisme sécuritaire de plus en plus, visant effectivement à contrôler et à empêcher les rassemblements urbains. Alors ce livre, il fait évidemment état de tous ces changements. Je termine en 2 minutes. Il fait état de tous ces changements à la fois sur les structures, sur les infrastructures urbaines, c'est important. Et je vous donne rendez-vous le 29 janvier pour le séminaire sur les ports et sur les grands projets. Mais il examine aussi les changements au niveau des acteurs politiques, économiques et surtout peut-être aussi au niveau des habitants. Je dirais que c'est peut-être là une marque de fabrique de ce livre que de s'intéresser à la vie quotidienne, à l'échelle de quartier, à ce que l'on nomme aussi dans le livre la citadinité, voilà, cette expérience sensible, intime presque, des individus à la vie. L'autre marque de fabrique peut-être du livre, s'il faut le résumer vraiment en quelques minutes et j'en terminerai là, c'est plutôt de faire état des constructions que des destructions. Et ça, c'est un parti pris que nous partageons. Je crois que plus la région est abordée aussi par le prisme du conflit, du chaos, plus on se doit aussi d'en montrer autre chose. Il ne s'agit pas d'occulter l'ampleur des destructions. Les notices sur Alep, sur Mossoul en font largement état. Mais il ressort, je crois, de la lecture de ce livre, et c'est là une invitation, cette fois, un meilleur argument de vente que le premier à le découvrir. Il ressort de ce livre, je crois, la vivacité des constructions, les constructions sociales, les constructions politiques, les constructions culturelles, les constructions identitaires, et je crois de ce point de vue-là que la discussion du jour devrait largement en attester. Et sans oublier, bien sûr, les constructions tout court. De nombreux géographes, de nombreux urbanistes, de nombreux architectes ont produit des textes dans ce livre et attestent de rythmes très soutenus de l'urbanisation aujourd'hui, et ce, en dépit des soubresauts politiques, des crises, etc., et des rythmes d'urbanisation qui, bien souvent, s'observent où? Dans les quartiers dits non réglementaires, qui, dans certains pays, sont majoritaires, constituent une norme, une quasi-norme urbaine aujourd'hui. Et de nombreux textes
traite aussi de cette forme urbaine particulière. Voilà, encore une fois, c'était très difficile, mais l'essentiel est encore une fois de laisser parler deux auteurs de ce livre. Hein. C'est finalement la meilleure tribune qu'on puisse lui offrir. Et donc, vous avez vu quelles étaient leurs notices respectives. Hein. C'est celle de Myriam Catus qui interviendra en premier. Myriam Catus qui a donc rédigé la notice jeunesse dans le livre. Elle est sociologue, chargée de recherche au CNRS, membre de l'IREMAM à Aix-en-Provence, et en lien avec le thème du jour, elle a co-dirigé un ouvrage très remarqué avec Laurent Bonnefoy qui s'appelle Jeunesse arabe du Maroc au Yémen, loisirs, culture et politique. Et puis Myriam, après une quinzaine de minutes, laissera la parole à Raphaël Lemago-Ariec, auteur de la notice sport dans l'ouvrage, et doctorant géographe à l'université de Tours, et qui est donc membre de l'équipe Monde arabe et Méditerranée. Il a produit de nombreux articles, et le dernier de ces articles, que je vous invite à consulter sur les cahiers d'Emam, qui est la revue que nous publions à Tours, porte sur les stades de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc voilà, je cède la parole, j'imagine, Irène, sans transition à Myriam Catus, hein, pour la première présentation de ce séminaire. Merci à toutes et tous. Ouais, je suis sur scène, donc merci beaucoup Romane, merci Irène et merci à tous de m'avoir invité donc à ce webinaire, non seulement pour donc évoquer et discuter avec vous de cette entrée jeunesse que j'ai eu la chance de rédiger, mais aussi pour fêter avec vous, en tout cas, nous réjouir de cette belle entreprise collective que fut l'édition de l'abécédaire de la ville, dont je voulais moi aussi remercier les 5 coordinateurs de m'avoir proposé de participer à l'aventure. Alors, je dirais en introduction, alors je ne sais pas si du coup mon PowerPoint est à l'affiche ou pas. Oui, voilà. Donc, en introduction, je dirais que cette entrée jeunesse que j'ai rédigée, elle fait écho à bien d'autres entrées réunies dans l'ouvrage, hein, comme vient de le souligner Romane en particulier. Et je pense à la fois à l'entrée étudiant, à l'entrée transition démographique dont on vient de parler, à l'entrée vieillissement, à l'entrée aussi loisirs, cultures urbaines et donc sport, hein, dont on va discuter immédiatement. Alors, l'entrée étudiant, j'ai mis là en illustration ce mur des diplômés qui a été érigé sur les barricades qui protègent le Sérail, le siège du gouvernement libanais l'an dernier, en octobre 2019, pour discuter avec vous non seulement de la question des étudiants dans la région, mais aussi de la façon dont le problème des diplômés chômeurs y a été érigé depuis au moins 2 décennies, voire plus, en cause collective et en objet de politique publique, dès le tournant des années 90 en tout cas au Maroc, pour donc désigner cette sorte de corrélation inverse et intrigante qui serait particulièrement forte dans la région entre le niveau d'éducation et l'employabilité des jeunes hommes et des jeunes femmes, donc avec les problèmes, je dirais, de frustration relative d'ailleurs que ça peut engendrer dans ce différentiel entre l'engagement et les projections que les familles ont pu mettre dans l'éducation des enfants et l'employabilité de ceux-ci. L'entrée transition démographique, je l'ai illustrée par cet ouvrage qui a eu beaucoup de succès en Égypte et qui a donné lieu aussi à une série télévisée qui s'appelait donc Je cherche un mari désespérément et qui raconte les pérégrinations d'une jeune pharmacienne égyptienne donc en quête de mari. Alors pourquoi cette illustration? Parce que comme l'a dit Romane et Irène, effectivement la région Maghreb Proche-Orient est une région particulièrement jeune, près de 60% de la population a moins de 30 ans, une personne sur 5 entre 15 et 29 ans, un tiers de la population a moins de 15 ans, avec de très fortes disparités, évidemment, par exemple, entre les situations tunisiennes ou libanaises et la situation yéménite, qui est la société la plus jeune de la région. Donc, une région très jeune,
mais une région aussi où la transition démographique a été très rapide autour de ces 30 dernières années et elle s'est accompagnée en particulier de forts bouleversements anthropologiques, d'où cette illustration, concernant à la fois les rapports de genre, les solidarités familiales, le devenir du patriarcat. Et donc, cette bulle de jeunesse, qui est souvent décrite comme cette bulle de jeunesse, elle s'accompagne effectivement d'une urbanisation des jeunes. Plus de 80% des jeunes en Jordanie sont des urbains, près de 70% en Tunisie, 40% en Égypte. Mais cette transformation, cette transition démographique, elle s'est accompagnée aussi de nouveaux besoins, de demandes, notamment en contextes urbains, de demandes, bien sûr, sur les marchés de l'emploi. Et évidemment, ça n'est pas que des demandes, c'est aussi une aubaine pour ces marchés de l'emploi, que de cette jeunesse vivante, mais aussi des pressions immobilières, des demandes de logement. Et donc, pour cette jeune femme, la question de comment se marier. On sait bien que dans la région, l'âge du mariage recule pour des raisons notamment rapportées aux conditions économiques et sociales et aux possibilités même de pouvoir se marier. Alors, l'entrée vieillissement, effectivement, parce que ce qui peut apparaître comme les infortunes contemporaines des jeunesses du Maghreb et du Proche-Orient sont aussi, je dirais, une tragédie pour leurs aînés qui disposent dans la plupart des cas de très peu de protection relative à la retraite. Il y a très peu de systèmes ou de pensions de retraite effectifs et efficaces dans la région. Et donc, je dirais, plus largement, les problèmes qui se posent aux jeunesses maghrébines et proches orientales sont aussi des problèmes pour leur famille, dans le cadre de relations intergénérationnelles et compte tenu du fait que l'essentiel, je dirais, des filets de protection sociale s'inscrivent dans des réseaux familiaux. Alors, j'ai choisi cette image qui est extraite d'un site que je vous recommande parce qu'il est vraiment passionnant, donc Creative Memory, qui est une initiative conduite pour archiver la guerre en Syrie, qui est un site en ligne. Et donc, j'ai choisi cette image parce qu'elle représente, par rapport à cette problématique des relations intergénérationnelles, la dette morale qui pèse sur les jeunes générations. Et donc, par exemple, avec ces jeunes enfants qui, à l'occasion du 6e anniversaire du déclenchement, on va dire, de la révolution syrienne ou de la guerre syrienne, disent eh bien, si les adultes sont fatigués, les jeunes continueront. Donc, avec cette charge qui, effectivement, pèse sur les jeunes générations. Et puis, bon, je ne vais pas trop développer parce qu'on va y revenir avec la discussion sur le sport, mais juste, je voulais signaler donc effectivement que cette réflexion sur la jeunesse, elle s'inscrit aussi dans une réflexion sur les loisirs, sur les sports et sur les cultures urbaines. Et donc là, j'ai illustré avec cet ouvrage qu'a cité Roman et j'ai choisi comme illustration sa traduction en arabe pour souligner un point, à savoir que lorsqu'on a fait cette traduction, l'essentiel des problèmes de censure auxquels on a été confronté ne concernait pas les articles qui pouvaient porter sur des mouvements de contestation politique ou de revendication, en tout cas sur des questions purement politiques, mais l'essentiel de la censure, en tout cas les questions qu'on a eu à traiter, ont été des questions relatives aux entrées sur les mœurs. Alors, je ne sais pas pourquoi ça va à toute vitesse, mais ce n'est pas grave. Donc, dans cet ouvrage collectif, ce qu'on avait essayé de faire, c'est effectivement de mettre les jeunesses au pluriel, comme nous l'a proposé ce matin Irène, c'est-à-dire de faire entendre la pluralité des voix de la jeunesse, la pluralité des conditions auxquelles renvoie la situation de jeunesse dans les sociétés du Maghreb et du Proche-Orient, et en particulier pour casser ce cliché très dichotomique, très bicéphalique, que j'appelle dans mon entrée dans l'abécédaire ce syndrome du Dr Jekyll et Mr Hyde, qui fait que effectivement dans les représentations, dans nombre de représentations collectives et de politiques ciblant les jeunesses de la région, eh bien ces jeunesses sont dépeintes comme des jeunesses tour à tour avant-garde des indignés ou source d'un péril jeune. Donc, des démocratiseurs en puissance ou au contraire des terroristes en devenir,
avec toute une série de clichés sur lesquels on pourrait revenir dans la discussion, mais effectivement qui oscillent entre la mise en avant dans des politiques publiques de l'empowerment de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes, donc la nécessité de renforcer leurs capacités et d'autre part la crainte de leur donner trop de capacités justement et à travers le développement d'un discours et surtout de dispositifs transformant ces jeunes en un emblématique précariat des temps modernes et surtout nouvelles classes dangereuses avec un autre discours et un autre cliché très souvent associé à ces jeunesses qui est celle de jeunesse en attente ou de jeunesse frustrée avec cette ambivalence du terme français attente, on va mettre davantage sur le fait qu'ils attendent quelque chose, qu'ils sont en attente de devenir adultes et donc encore des cadets économiques, des cadets politiques immatures, encore incapables, je dirais, de prendre le train de la mondialisation heureuse et avec, au contraire, je dirais, une sous-représentation des attentes de ces jeunesses, de leurs demandes telles qu'elles se sont exprimées, par exemple, dans le cadre de ces mouvements, ces soulèvements particulièrement puissants depuis 2011, mais qui continuent, qui se développent et enfin, qui font probablement, je dirais, un moment là de notre histoire collective. Alors, pour illustrer cela et les différentes questions, il me semble qu'on peut mettre en valeur derrière cette image bicéphale du Dr Jekyll et Mr Hyde, j'ai choisi ce petit cliché que j'avais pris sur l'esplanade des mosquées pour faire un clin d'œil à Irène, bien sûr, mais parce que ce cliché me permet peut-être de mettre en valeur trois grandes questions au moins. La première, c'est celle de cette appropriation des espaces dont parlait tout à l'heure Romane, c'est-à-dire que ces jeunes garçons qui jouent au football, un petit clin d'œil avec l'intervention qui va suivre, sur cet espace hautement disputé, hautement militarisé, hautement concurrentiel qu'est l'esplanade des mosquées, est une façon pour moi de mettre en valeur les différentes luttes dans lesquelles sont engagés ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, des luttes pour revendiquer la légitimité d'être des citadins, hein, pour reprendre cette autre entrée centrale de l'abécédaire, c'est-à-dire d'être reconnus comme légitimes pour être des citoyens de ces villes et de ces sociétés du Maghreb et du Proche-Orient. Alors, c'est une thématique qu'on retrouve à plein d'endroits dans nos enquêtes, hein, cette question relative aux politiques, on va dire, des territoires de la jeunesse, qu'on peut décliner autour de trois images, ou en tout cas de trois répertoires imaginaires qu'on retrouve dans beaucoup d'enquêtes, celle de l'étouffement, et donc de l'enfermement, celle du mur et celle du sans sortir. Alors, l'étouffement, on le retrouve beaucoup, hein, à la fois dans la musique, dans... je pense par exemple au rap des camps palestiniens, au rap maghrébin, et elle est souvent mise en relation avec une autre thématique qui est celle de l'indignité, c'est-à-dire du mépris ou de la hogra comme on dit au Maghreb, en tout cas avec ce sentiment de relégation à la fois économique et sociale et donc d'enfermement dans cette mauvaise expression qui dit par exemple les poches de pauvreté. On est enfermé dans ces poches. L'imaginaire du mur, eh ben, c'est celui-là qu'on voit en arrière-plan et c'est ces murs symboliques ou réels que ces jeunes générations s'efforcent de franchir. Alors, les murs de la mobilité sociale, mais aussi, bien sûr, les murs des frontières et donc avec un autre néologisme qui est celui des haragas, par exemple, qui tentent de gagner l'Europe sur des rafios de fortune. L'imaginaire du mur, c'est aussi celui contre lequel s'adossent, par exemple, les hittistes, un autre néologisme algérien, donc en attendant que le temps se passe. Voilà, alors ces jeunes second point, ni des Cendrillon, ni d'éternels cadets, ce que je voulais dire par là, c'est que ces jeunes Palestiniens, ils me permettent de rappeler que si effectivement depuis une dizaine d'années, on se concentre sur ces soulèvements démographiquement très jeunes et peut-être aussi politiquement très jeunes,
ces soulèvements n'ont rien de l'éveil de cendrillons arabes qui s'éveilleraient finalement, qui rentreraient dans l'histoire et qui, d'une apathie politique, enfin, se conscientiseraient politiquement parlant. Non, on s'inscrit bien dans une longue histoire, notamment urbaine dans la région, faite de mobilisations successives de jeunes générations, et donc évidemment au premier chef desquelles les nombreuses et successives intifadas. On pourrait y revenir aussi parce que je pense qu'il faut replacer les mobilisations contemporaines dans leur histoire longue, dans ce qu'elles ont de très contemporain, mais aussi dans leur histoire longue. Et puis, dernier clin d'œil, la jeunesse n'est qu'un mot. Eh ben, qu'est-ce que cache la jeunesse, hein, qu'est-ce que les politiques de la jeunesse ne disent pas, et en particulier, quels sont les clivages et les inégalités qu'elle masque en disant la jeunesse. Donc là, ces jeunes garçons qui jouent au foot ne sont pas des jeunes filles. Leurs sœurs attendaient assises sous des arbres avec leur mère lorsque j'ai pris la photographie. Probablement qu'à la différence d'autres Palestiniens, ils disposent d'un permis de résidence à Jérusalem, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière les langages de la jeunesse, il y a des inégalités de genre, des inégalités de classe, des inégalités d'ethnie qui jouent et qu'il convient de dénaturaliser. On pourrait le faire, par exemple, si ça vous intéresse, dans la discussion au sujet des diplômés chômeurs qui, paradoxalement, concentre beaucoup des discours dans la région et beaucoup des politiques, et en même temps fait l'objet d'une définition très paresseuse et de très peu de documentation. Alors, je sais que je parle beaucoup, donc je vais aller vite pour finir. Donc, sur ces politiques de la jeunesse, je voulais évoquer une enquête toute récente qu'on a conduite avec une collègue, donc Alpha Lamloum, à Tunis, dans deux quartiers périphériques de la capitale, Douar Hichar et Heita Damen. Donc, une enquête qui portait sur les jeunes et les violences institutionnelles. C'est une enquête qui doit paraître dans les jours qui viennent. Ce qu'on voulait dire à travers cette enquête, c'est que les politiques qui ciblent les jeunesses depuis les indépendances dans ces sociétés du Maghreb et du Proche-Orient ont affiché, dès les indépendances, d'ambitieux objectifs concernant les jeunes populations. Et en même temps, ce sont des politiques qui ont le plus souvent accouché de souris, en mobilisant de très faibles ressources. On peut y revenir aussi dans la discussion. Et ce constat, il me semble qu'il peut être fait, en tout cas on peut en discuter, après 2011, où on n'a pas de grand plan Marshall, ni localement, ni internationalement, prenant à bras le corps la nature des politiques adressées à ces jeunes populations. Donc, on a peu de renversement de modèles, il me semble, des modèles qui continuent finalement à parier sur les bienfaits, enfin en tout cas sur les effets d'entraînement du marché, sur ce qu'on appelle le ruissellement, sur les ruissellements promis de la croissance, avec donc des politiques qui s'efforcent d'empowerer, d'encapaciter les plus déshérités, plutôt que de renforcer les infrastructures ou de travailler à l'extension de droits sociaux. En revanche, là où les politiques ont été plus conséquentes, il nous semble, c'est dans le domaine du traitement des jeunes générations successives comme de potentielles classes dangereuses. Et donc, le développement de plusieurs générations de dispositifs de sécurité ciblant notamment les jeunes populations et notamment les jeunes hommes dans les quartiers dits populaires. Donc, dans cette enquête qu'on a conduite auprès de jeunes hommes et de jeunes femmes de ces quartiers, donc là, je vous ai mis quelques données relatives à cette enquête sur lesquelles on pourrait discuter. Et bien, qu'est-ce que nous disent ces jeunes hommes et ces jeunes femmes? 23,5% se disent au chômage, 60% ne disposent pas de couverture sociale, et on est en Tunisie, réputé l'un des pays de la région où les dispositifs de sécurité sociale sont les plus importants, les plus développés et les plus efficients. Alors, 60% ne disposent pas de couverture sociale. Il faut le rapporter, par exemple, à l'épidémie actuelle de la Covid. 70% des non-scolarisés disent avoir abandonné l'école. On rapporte cela dans notre enquête à une très faible défiance à l'égard des institutions, quelles qu'elles soient. Et aussi, on les rapporte, je dirais, à des horizons d'attente très bloqués, à cette
très grande difficulté de se projeter dans l'avenir. Que craignent-ils? À 42%, ils craignent le chômage, y compris pour 40% qui travaillent dans le public. Alors, ce chiffre, moi, il me paraît important parce que qu'est-ce que c'est ces 40% qui travaillent dans le public? Ben, c'est souvent des bénéficiaires des politiques, des grands chantiers, qui étaient d'ailleurs déjà des politiques qui existaient sous Ben Ali, et qui effectivement emploient dans le public, mais souvent à travers des formes de contrats qu'en France, on dirait des contrats de vacataires, hein, comme dans nos universités par exemple, c'est-à-dire des contrats de travail qui dérogent au statut de la fonction publique, qui ne sont pas assortis de droits sociaux et bon, voilà. Donc, bon, c'est 26%, d'accord. 26% bon, craignent des addictions et 14% seulement la criminalité. Que veulent-ils? Eh ben, ils veulent, on retrouve ces thématiques qu'on avait trouvées dans les slogans de 2011, la dignité, la liberté et la justice. Donc, bon, ça nous amène à réfléchir évidemment sur de nouveau la dignité, par exemple. Eh bien, c'est pas ce que, par exemple, l'économiste David Graeber appelait les bullshit jobs. C'est bien, il s'agit bien de trouver de la dignité dans l'emploi. Beaucoup désirent partir. Alors, dans notre enquête, par exemple, 52% environ disent penser souvent ou tout le temps au départ, par exemple, vers l'Europe. Mais partir, c'est aussi, je pense, ce slogan qu'on retrouve dans nombre de mobilisations marocaines. Je pense par exemple aux mobilisations de délogés de quartiers populaires de la banlieue casablancaise ou de mobilisations à Tétouan, dont les manifestants, souvent des jeunes hommes, parfois des jeunes femmes, revendiquent la déchéance de leur nationalité. Hein. Ils disent Isqat el-Jansiya, c'est-à-dire qu'ils dénoncent le contrat social qui les liait, je dirais, à leur communauté politique. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent? La révolution. Et ben, dans cette enquête qu'a conduite là, Olfa Lamloun en particulier à Kasserine, 35% des 18-35 ans qu'elle a interrogés répondent à la question: quel meilleur moyen pour vous d'améliorer la situation des gens? La révolution. Voilà. Je rapporte à ce qui se passe en ce moment en Tunisie. Alors, j'ai trop parlé. Pour conclure, je voulais juste évoquer un dernier point puisqu'il s'agit d'un webinaire AFD et que j'ai eu la chance de participer à un exercice commun avec l'AFD et le ministère des Affaires étrangères sur l'évaluation des politiques de la France à l'égard des jeunes du Maghreb et du Proche-Orient. Eh ben, c'est la question quelle alternative aux politiques de l'empowerment? Je dirais que l'essentiel de nos politiques sont des politiques qui ciblent l'auto-entrepreneuriat, donc à travers par exemple des dispositifs de renforcement du microcrédit qui effectivement contribuent à améliorer les capacités en facilitant l'accès aux capitaux, mais qui entraînent aussi ces jeunes hommes et surtout ces jeunes femmes, puisqu'elles sont très souvent bénéficiaires, autant sinon plus que les jeunes hommes de microcrédit, qui les entraînent d'une part dans de l'endettement personnel et d'autre part qui les engagent dans des formes de travail à nouveau non protégées. Et donc, pour conclure, j'ai mis cette image du collectif Zaoula, donc tunisien, qui est un collectif de graphistes qui, en 2013, avait été amené en procès pour la nature des graffitis qu'ils mettaient sur les rues des villes. Je reviens sur les villes et sur les rues. Et donc, avec ce graffiti qui donc revendique des droits. Les droits du pauvre, le zawel, les droits du déshérité, les droits des nécessiteux. Voilà. J'espère ne pas avoir parlé trop longtemps. Merci beaucoup, Myriam. Je me permets de… Ah non, Irène est revenue. Je m'apprêtais à Irène à prendre le relais. Non, mais si tu es là, si tu veux passer simplement le… Tant que je ne suis pas coupée, merci beaucoup Myriam. Je vais passer donc la parole à Raphaël Lemago-Ariec, qui est doctorant à l'Université de Tours. Je ne sais pas, Romane, si tu l'as présenté. Raphaël, tu peux dire un mot de présentation. Et Delphine Constant va mettre son PowerPoint. Voilà, merci. Merci beaucoup Irène. Merci beaucoup à l'AFD, Irène et Delphine pour l'organisation de ce webinaire et l'invitation à
participer à ce webinaire. Merci beaucoup à Roman et aux 4 autres auteurs de m'avoir confié la partie portant sur le sport. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais plutôt me concentrer sur mon terrain de recherche et le terrain sur lequel je mène mes recherches de thèse, donc on va s'orienter vers les sociétés de la péninsule arabique. On pourra revenir dans la discussion et élargir l'intervention lors de la discussion en regardant plutôt vers le Maghreb ou le Proche-Orient, vers les réalités du Maghreb et du Proche-Orient. Donc, comme vous l'avez vraisemblablement perçu, les pays du Golfe apparaissent de plus en plus à travers les circuits du sport-spectacle. L'objectif premier est de s'inscrire dans le système mondial, de promouvoir une image séduisante de leur territoire, de leurs espaces urbains. Ils ont recours à l'urbanisme, un urbanisme d'image pour promouvoir les valeurs de modernité autour de leurs espaces urbains. Mais derrière cette volonté première d'image séduisante, différents modèles sont à l'œuvre parce que ces émirats ou pays poursuivent différents objectifs derrière l'usage du sport. Et nous allons prendre donc Dubaï et Abu Dhabi, donc les deux les deux émirats majeurs des Émirats arabes unis, pour expliciter justement cette différenciation que l'on peut faire autour des objectifs que mènent ces Émirats. Donc l'Émirat de Dubaï est le premier à investir le sport dans les années 1990. Le sport doit être un moteur, l'intégration des circuits du sport-spectacle doit être un moteur pour Dubaï. Et pour le projet développé par le prince héritier, aujourd'hui émir, Mohamed bin Rachid Al Maktoum, qui voit dans les circuits du sport-spectacle un vecteur d'attractivité, attirer une population diplômée autour de Dubaï et de son projet néolibéral. Et donc, pour mener ce projet, il va s'appuyer sur son empire du transport, donc sur Fly Emirates et DP World, pour financer l'investissement dans les circuits du sport-spectacle. Un autre facteur, un autre objectif à travers cette attractivité, c'est d'attirer, de dynamiser l'économie de Dubaï, du projet de Dubaï à travers l'attraction de touristes autour de l'Émirat de Dubaï. Et donc, Dubaï va promouvoir autour des circuits du sport-spectacle un univers de rêve, de fête. Dubaï doit être vu comme une bulle de plaisir. Et les circuits du sport-spectacle, mais également le sponsoring, va être un élément fort de la stratégie de Dubaï. Face à Dubaï, nous avons l'Émirat d'Abu Dhabi. Donc l'Émirat d'Abu Dhabi, c'est l'émirat pilier des Émirats arabes unis. C'est la capitale politique et c'est le père fondateur, celui qui est perçu comme le père fondateur de la Fédération des Émirats arabes unis, est l'ancien émir de l'Émirat d'Abu Dhabi, donc Zayed, l'émir Zayed. Et donc, Abu Dhabi va percevoir dans le sport-spectacle un vecteur d'influence. Donc, le sport-spectacle, l'Émirat d'Abu Dhabi, il faut préciser que l'Émirat d'Abu Dhabi a une économie très tournée vers les hydrocarbures. Son économie repose sur les hydrocarbures. Et à partir de cette puissance économique, avec cette puissance économique, ils vont développer un réseau d'influence. Donc, ils vont à la fois développer des infrastructures sur le territoire de l'Émirat d'Abu Dhabi. Donc, c'est notamment
le circuit de F1 qui est construit dans les années 2000. La volonté de l'Émirat d'Abu Dhabi, c'est de se projeter mondialement. Donc, c'est un modèle à dominante diplomatique. Créer une diplomatie d'influence en développant, en prenant part au football mondial. Donc, ils vont acheter en 2008 le club de Manchester City, et autour de ce club de Manchester City, ils mettent en place une stratégie d'internationalisation en 2014. Et ce qu'il faut préciser, c'est les acteurs qui se trouvent au sein de ce système. Ce sont des acteurs éminents de la famille régnante, mais également des proches de la famille régnante. Donc, c'est Sher Mansour bin Zayed Al Nahyan, donc un fils de Zayed, et le frère du prince héritier Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et l'homme fort actuel de l'Émirat d'Abu Dhabi, et un autre proche du prince héritier, Khaldoun Al-Mubarak. Donc la famille Al-Mubarak, c'est une très grande famille de l'Émirat d'Abu Dhabi, et Khaldoun Al-Mubarak, il est au sein de toutes les grandes instances de l'Émirat d'Abu Dhabi, et notamment il est le dirigeant du fonds souverain Mubadala. Et quand on y regarde de plus près, c'est que le City Football a développé une stratégie de diversification des relations de l'Émirat d'Abu Dhabi, et notamment autour, ça va être un élément moteur du développement de Mubadala à l'échelle mondiale. Donc, on retrouve, il faut préciser que le City Football Group, on retrouve des clubs du City Football Group où le City Football Group a racheté des parts en Inde, en Chine, en Uruguay, en Espagne, en France, en Belgique. Et derrière, à chaque fois, derrière ces investissements, on retrouve la diplomatie économique de l'Émirat d'Abu Dhabi. Mais derrière cette image omniprésente du sport et des Émirats et des pays du Golfe dans le sport, nous avons une construction d'un système sportif, et je parle d'un système sportif fragmenté. Donc là, nous allons nous diriger plutôt vers l'Émirat du Qatar. Je parle d'un système sportif fragmenté parce que ce système sportif fragmenté s'est créé en 3 étapes. J'ai parlé des 2 dernières étapes. Ce système sportif se base sur l'État-providence qui se développe dans les années 1970. Donc, c'est l'émanation de l'État-providence. Donc, l'objectif premier est de créer une unité autour du pouvoir dans les années 1970. Puis après, avec l'arrivée de l'émir Hamad bin Khalifa Al Thani en 1995, l'objectif va être de projeter la jeunesse qatarienne dans la mondialisation. Donc le sport va être perçu comme un élément comme un élément de compétitivité pour la jeunesse qatarienne. Sauf que le système sportif qatarien, il y a la partie théorie. Donc ça, c'est la théorie. Et de l'autre côté, il y a la partie pratique. Donc il y a la partie que l'on voit au jour le jour quand l'on fréquente le système sportif qatarien. Et ce qui apparaît, c'est qu'il y a des problèmes structurels. En effet, la jeunesse qatarienne la jeunesse qatarienne ne perçoit pas le sport comme un élément central. Parce que tout l'ensemble qui a pris part autour du système d'État-providence, le développement et la croissance économique n'a pas favorisé l'essor d'une centralité sportive. Et notamment, il y a plusieurs... donc, il y a le problème au niveau du système scolaire, ou du système scolaire qatarien, réservé aux Qatariens, où les professeurs ne sont pas formés à l'éducation physique. Il y a aussi le problème de la motorisation de la société qatarienne,
de l'étalement urbain qui favorise cette urbanisation de la société qatarienne et de modes de consommation qui sont influencés par l'américanisation des modes de consommation, donc avec des taux de surpoids importants au sein de la jeunesse qatarienne. Donc, ce manque de centralité fait que ce qui se passe au sein du système sportif qatarien, c'est qu'il y a des logiques de centre-périphérie qui se mettent en place, c'est-à-dire que lorsque l'on prend les effectifs des sélections qatariennes ou lorsqu'on regarde les Qatariens qui triomphent sur les podiums, à l'image de Moustaz Barshim qui a été champion du monde de saut en hauteur, qui est le dernier champion du monde de saut en hauteur, qui est un Qatarien. Ce sont des jeunes de la périphérie, c'est-à-dire qu'ils sont souvent nés au Qatar de parents qui ne sont pas d'origine qatarienne et qui n'ont pas la nationalité qatarienne. Pardon, problème de son. Qui n'ont pas la nationalité qatarienne. Donc là, par exemple, vous avez une image d'un match de jeunes de moins de 17 ans. Et sur le terrain, la plupart des jeunes, en fin de compte, ne sont pas des Qatariens, à l'exception en rouge à droite, c'est un Qatarien. Mais sinon, l'ensemble de cette jeunesse sont soit des jeunes qui sont issus de réseaux de recrutement dirigés par le sélectionneur de la sélection du Qatar, qui est un Espagnol, ou un Omanais, un Tunisien, un Égyptien et un Algérien. Donc, c'est une jeunesse périphérique qui s'impose et qui voit dans le sport un vecteur de reconnaissance par le pouvoir et la société qatarienne pour avoir accès à l'avenir aux droits qu'offre le fait d'être reconnu comme un national qatarien. Donc maintenant, après m'être intéressé au terrain, on pourra notamment aussi évoquer la question du sport féminin, parce que le sport féminin est un marqueur des changements sociaux qui se passent au sein des sociétés du Golfe. Donc on pourra en parler. Donc maintenant, je passe aux tribunes et Fibledi Delmouni contre L'Hilali Jina Min Kulmendina. Fibledi Delmouni, c'est un chant des ultras du Raja de Casablanca contre L'Hilali Jina Min Kulmendina. C'est un chant fameux d'un des grands clubs saoudiens qui a été popularisé par Bader Turkistani, qui est le meneur du groupe de supporters des supporters d'Al-Ahly et qui est payé par le club d'Al-Ahly. Donc, en fin de compte, là, ce que je veux mettre en évidence, c'est que d'un côté, vous avez les pays du Proche-Orient, mais également d'Afrique du Nord, qui ont été influencés par une culture ultra d'opposition à l'ordre établi par le régime. Donc, le stade apparaît comme un espace d'expression. Le fait d'être en masse, ça offre la possibilité de faire corps. Donc, ils vont faire appel à des codes des ultras. Donc, les ultras, c'est un mouvement qui est issu du tissu sociopolitique italien. Et là, il y a une grande influence du football italien sur notamment les pays d'Afrique du Nord. Donc, Fibledi Delmouni, ça veut dire dans mon pays l'injustice. Donc, dans les champs, il va y avoir un recours fréquent à un champ lexical qui se réfère à la dureté de la vie pour la jeunesse, donc notamment l'injustice, la corruption. Dans les stades égyptiens, il y a eu un recours important à ces mots-là. Et donc, ces groupes ultra, ils vont être moteurs parce que ces groupes ultra qui sont apparus
dans les années 90, mais surtout les années 2000, et qui se répartissent sur un ensemble géographique qui va du Maroc à l'Irak. En fin de compte, ce sont de nombreux pays qui sont touchés par l'irruption de soulèvements populaires. Face à ces mouvements, donc oui, les ultras ont l'habitude en fait les groupes ultras sont organisés pour faire face à la police, à l'État, à la répression de l'État. Ils savent comment faire, donc ils ont été moteurs dans le développement de soulèvements populaires et notamment au moment des révolutions arabes de 2011. Et donc, les pouvoirs, le mouvement de contre-révolution qu'il y a eu après a eu la volonté de mettre fin à ces mouvements ultras, donc notamment par le recours en Égypte à l'usage de huis clos. Donc, à partir de ce moment-là, c'est les murs, mais aussi les réseaux sociaux qui ont été un élément d'expression pour ces mouvements. Et face à cette tribune, à cette tribune, qui a permis de développer des mouvements d'opposition, à cette tribune qui a été un lieu d'expression pour une jeunesse en recherche d'espoir, une jeunesse qui avait besoin de s'exprimer. Face à cela, il y a les stades de la péninsule arabique, mais également les stades iraniens qui sont structurés par le pouvoir, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les clubs sont une émanation. Les clubs sont une émanation de l'État-providence, donc sont structurés, en fin de compte, sont un prolongement du pouvoir. Et donc, les clubs vont payer des groupes de supporters pour structurer et pour contrôler la tribune. Donc, l'Hilali Jina min Kul Medina, c'est un chant fameux qui veut dire nous venons de toutes les villes en fin de compte pour supporter Al-Ahly, ce grand club saoudien. En fin de compte, ce qu'on remarque, c'est que les champs lexicaux qu'il y a dans les stades du Golfe font appel à des éléments qui se réfèrent au terrain, à l'amour du maillot, plus qu'à une opposition à un régime. Bien qu'en Arabie Saoudite ou en Iran, en marge, il y ait pu avoir des oppositions ou certains messages à l'encontre du pouvoir, dirigés à l'encontre du pouvoir. Mais ce n'est pas la tribune reste contrôlée, ça reste succinct comme phénomène. Donc, après quoi, je souhaite passer aux courses de chameaux qui sont en fin de compte qui vont structurer à la fois les politiques identitaires mais également économiques. C'est-à-dire que les courses de chameaux vont être un relais pour le pouvoir pour structurer les zones en marge, les zones qui ne sont pas intégrées au système mondialisé. Et donc, en fin de compte, on repère deux éléments. C'est-à-dire que il y a l'élément moteur qui est le grand camélodrome. Les grands camélodromes, notamment, il y en a à Ashania, dans le centre du Qatar, ou par exemple à Dubaï. Et ce sont les grandes familles et surtout le pouvoir qui va développer avec son argent un réseau d'influence et un réseau d'influence qui va terminer dans les zones délaissées par le pouvoir, donc les petits camélodromes, comme là, par exemple, c'est une image prise lors d'un de mes terrains de recherche à Bidia, dans une ville des Ramal al-Waiba, dans la partie orientale du sultanat d'Oman. Mais déjà, on est déjà dans les terres du sultanat d'Oman, donc c'est l'économie en provenance des grands camélodromes qui sont un endroit où le pouvoir se met en scène à travers l'achat et à travers la possession à la fois des meilleurs chameaux, mais également à travers une mise en scène identitaire, une identité imaginée
réinventée autour d'une certaine forme d'identité bédouine, va alimenter les zones délaissées, donc là, dans les Wahiba Sands, et les grands entraîneurs des familles régnantes, des personnalités des familles régnantes, sont souvent issus de ces zones. Donc, par exemple, Sultan, pardon, par exemple, l'ancien entraîneur de l'émir du Qatar, donc de Tamim, parce que Tamim est le plus grand, l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, est le plus grand, a le plus grand nombre de chameaux, et son ancien entraîneur est un Omanais issu de la famille Al-Waibi, donc en provenance d'Oman. Et pour terminer, je souhaiterais insister sur le sport majoritaire qui est majoritaire dans le golf. C'est en fin de compte le sport, le cricket. Donc c'est l'influence indienne qui ressort sur les côtes du golf. C'est l'influence indienne qui ressort sur les côtes du Golfe et qui s'est développée essentiellement autour des comptoirs commerciaux, des cités portuaires où de grandes familles marchandes indiennes étaient présentes, donc notamment à Dubaï et Sharjah, mais également là, comme vous pouvez le voir, là c'est un entraînement de la sélection d'Oman. Autour d'Oman, notamment autour des familles issues de la communauté Banyan, qui est une communauté commerçante qui historiquement est originaire d'Inde et qui reste en contact avec l'Inde, et donc qui a permis le développement du cricket, et un développement du cricket favorisé par le sultan Qaboos. Dans les années 70, en fait, pour créer une unité nationale autour de ce sport, pour en faire un élément d'unité nationale et intégrer notamment les communautés indiennes ou pakistanaises, originaires du Pakistan ou d'Inde, et qui sont aujourd'hui omanais, et donc pour les intégrer au tissu national. Donc, je vous remercie pour votre attention, et je repasse la parole à Romane ou à Irène. Oui, d'accord. Alors, merci Raphaël et Myriam. On va prendre maintenant les questions sans plus tarder parce que il nous reste, voilà, on doit terminer normalement à 12h30. Donc, il y a un ensemble de questions et je le dis pour tous les participants, vous pouvez poser vos questions par écrit dans l'onglet qui s'appelle questions, pas dans l'onglet chat. Par ailleurs, donc je suis désolée pour les problèmes de connexion que j'ai eus et j'ai reçu des mails de personnes qui n'ont pas pu se connecter. Donc, simplement pour vous dire que ce webinaire sera disponible en replay également. Alors, je ne sais pas si Raphaël et Myriam, vous avez eu le temps de lire les questions, mais je vais les regrouper et les résumer. Donc, il y a des questions pour Myriam, notamment on a 2 questions de Tieni Ama. Donc, une question qui porte sur les facteurs d'inégalité de genre et une autre question qui évoque des rapports qui seraient verticaux entre le pouvoir politique et les jeunes. Ensuite, il y a une question de Clément Ardel qui porte plus particulièrement sur la situation des jeunesses au Liban dans la crise actuelle. Et puis, il y a une question sur donc comment soutenir financièrement les entrepreneurs dans un contexte, on va dire, de défiance. Voilà, donc tout ça, c'est pour Myriam. Et ensuite, il y a une question de Hervé Cyril Massoussi du Cameroun. Je ne sais pas exactement si elle s'adresse à Raphaël ou à Myriam, mais donc il demande s'il y a des programmes éducatifs de fair play. Donc, je ne sais pas si c'est dans le sport ou pour les jeunes en général, mais je propose de donner d'abord la parole à Myriam pour répondre. Et ensuite, peut-être que M. Massoussi du Cameroun précisera. Sinon, je donnerai la parole à Raphaël.
D'accord, merci beaucoup. Ça me permet, merci pour ces questions et merci Raphaël aussi pour cette plongée dans le sport qui était vraiment très stimulante en termes de questions. Alors, c'est des questions qui me permettent de revenir sur 2 ou 3 points qui effectivement me tiennent à cœur. Sur la question, je dirais on va dire des inégalités au sens large du terme et qui est posée à la fois dans la question sur les rapports de genre et après sur les rapports, on dirait, entre hommes politiques et jeunesse mais aussi d'ailleurs sur le devenir des jeunesses libanaises. Alors, si je partons de la question des inégalités de genre, parce que finalement, elle nous permet de discuter de l'ensemble de ces questions dès lors qu'on est d'accord avec le fait que, bien sûr, qu'aux inégalités de genre se rajoutent d'autres types d'inégalités, et notamment des inégalités, par exemple, de classe, tout simplement. Hein, voilà. Moi, je dirais que ces sources d'inégalités, et c'est pour ça que ça me permet de revenir à ma petite conclusion, le droit d'avoir des droits, c'est que je pense que la première source de ces inégalités, c'est des sources juridiques. C'est par exemple les inégalités d'héritage, hein, qui a été l'un des combats récents, par exemple, des femmes tunisiennes, puisqu'on fête aujourd'hui, en tout cas cette semaine, les 10 ans de la révolution tunisienne, qui n'est toujours pas réglée. Je pense aussi, par exemple, au combat dans de nombreux pays de la région autour de la possibilité des femmes à transmettre leur nationalité. C'est des droits, je dirais, des droits humains, mais aussi civiques, qui ont des répercussions économiques majeures. Je pense aussi, bien sûr, à tout ce qui a rapport aux droits de la famille dans la région, qui effectivement institue des formes d'inégalité de genre, souvent au détriment des femmes, pas toujours, mais la plupart du temps au détriment des femmes, effectivement. Alors, c'est des inégalités qui se jouent aussi probablement dans d'autres arènes et d'une façon un peu provocatrice, j'allais dire, aujourd'hui, ce qui fait la faiblesse des femmes, c'est qu'elles sont plus diplômées que les hommes, dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, l'un des problèmes dans la région est celui des inéquations entre les niveaux de diplomation, on va dire, et l'employabilité des diplômés. Bon, c'est une boutade, évidemment, c'est pas parce que les femmes ont plus de diplômes qu'elles ont plus de difficultés d'accéder sur les marchés de l'emploi. Ça renvoie en réalité, je crois, à des inégalités de genre dans les formes du travail, dans la structuration et la régulation du marché du travail. Les hommes et les femmes n'accèdent pas au même type d'emploi, comme vous le savez, hein, c'est pas propre à ces régions, mais c'est aussi le cas dans ces régions. Et donc là où les femmes sont particulièrement présentes, l'emploi est menacé. Alors, je pense à la fois à l'emploi public, qui effectivement, dans le cadre des politiques, on va dire, de rigueur budgétaire, est dégraissé, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, elles sont aussi présentes dans toute une série d'activités qui ne sont pas reconnues comme des emplois en tant que tels. Évidemment, l'emploi domestique, mais aussi toute une série, par exemple, on va dire, d'emplois de sous-traitance qui sont souvent de l'emploi non protégé. Alors, ça m'amène à l'autre question sur les rapports entre les hommes politiques et les jeunesses de la région. Alors, c'est une question qui me fait rebondir aussi sur 2 petits points que je voulais évoquer tout à l'heure. Il y a plusieurs façons probablement de répondre à cette question. Je dirais que souvent, il me semble que c'est une question qui évoquait aussi le Liban, ou bien, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a souvent analysé ces rapports, oui, parce qu'il était écrit les rapports verticaux qu'entretiennent les hommes politiques avec les jeunesses de la région. Alors effectivement, moi je dirais que il y a plusieurs façons d'envisager cela, mais la première, c'est celle des instables protections qui sont instituées dans des contextes où il y a très peu, je dirais, de protections instituées par un dispositif, on va dire, de sécurité sociale pour tous, qui soit catégoriel ou etc. Les risques liés à la vie sont gérés dans d'autres types de relations et notamment dans des relations, on va dire, de clientélisme au sens large du terme, qui sont effectivement des relations inégales qui instituent des protecteurs et des protégés. On a souvent dit, par exemple, au Liban, que l'essentiel de la politique était tramé par des rapports de clientèle. Sauf que ce sont des relations qui, contrairement à ce qu'elles disent, s'avèrent très peu protectrices. Je peux reprendre le cas du Liban, en l'occurrence.
les jeunes, comme leurs aînés d'ailleurs au Liban, sont très peu protégés et preuve en est la situation actuelle. C'est-à-dire que ces relations de protection, c'est surtout des relations de subordination et des relations qui sont difficilement mobilisables. Donc ça me renvoie au second point sur ces relations entre les hommes politiques et les jeunesses. C'est ce que je voulais dire au sujet de cette fausse image de jeunesse Cendrillon. Je voudrais qu'on sorte de l'idée que pendant des générations, les jeunesses de la région ont été des jeunesses apathiques, sans conscience politique et incapables de se révolter contre un ordre inique. Au contraire, il y a eu toute une série de mobilisations, on peut en faire l'histoire des mobilisations de jeunes dans la région, qui montrent, je dirais, que ces relations entre les hommes politiques et les jeunesses, c'est des relations qui sont très tramées par l'usage des armes, par l'usage de la force. Et pas seulement par l'achat de la loyauté. Et je rappelle que dans les pays du Proche-Orient en particulier, sont des pays, des sociétés en guerre, et que ceux qui font la guerre, ceux qui prennent les armes ou ceux à qui on demande de prendre les armes sont des jeunes. Sur la question de la jeunesse libanaise en particulier, il y avait 2 questions sur le Liban, il me semble. Je dirais que le Liban, c'est l'une des sociétés comme la Tunisie, mais je crois que c'est la société qui, dans la région, est le plus vieillissante. Et donc, dans le contexte actuel de total effondrement, je reprends une petite enquête qu'on avait faite donc l'an dernier. C'est une enquête de l'IUB, de l'Université américaine de Beyrouth. C'est une enquête qui avait été faite sur ceux qui se mobilisaient dans ce qu'on appelait la révolution d'octobre 2019. Donc, 86% des personnes interrogées, essentiellement des jeunes personnes, 86% des personnes interrogées déclaraient ne disposer d'aucune économie pour faire face à un choc, 90% dans certaines régions. 40% étaient endettés, donc plus de la moitié entre 36 et 45 ans. 70% n'étaient pas déclarés à la caisse de sécurité sociale et plus de 80% ne disposaient d'aucune assurance médicale. Donc, je pense que ces données qu'on peut reproduire de pays en pays avec des nuances, évidemment, moi, je pense que c'est des données fondamentales pour comprendre les enjeux face auxquels sont confrontées aujourd'hui les générations de la région. Et donc, si je reviens aux jeunesses libanaises, elles se trouvent prises dans un contexte où les classes moyennes sont réduites à néant, où les inégalités se sont accentuées, y compris d'ailleurs au bénéfice d'une certaine jeunesse, et surtout où il n'y a pas de service public. C'est-à-dire qu'il y a un réseau, par exemple, universitaire extrêmement performant, qui se déclare d'ailleurs aujourd'hui en faillite, et qui est un réseau universitaire privé, extrêmement coûteux. On est dans un pays où l'accès à l'électricité est coupé chaque jour, au minimum 3 heures réglementaires par jour, où l'accès à l'eau est extrêmement coûteux, et où l'accès à la téléphonie est parmi les plus coûteux au monde. Donc, que fait la jeunesse libanaise? Elle fait ce qu'ont fait leur génération, leurs aînés. Elle émigre pour ceux qui le peuvent. Elle émigre, c'est une émigration de travail essentiellement. Voilà. Donc, il y avait une autre question, la dernière question, je parle trop comme d'habitude. Ah oui, sur la question des soutiens, est-ce que le soutien financier est suffisant? C'est ce que je voulais dire un peu dans ma conclusion et sur ces politiques de l'empouvoirment ou des capacités. Je reviens à cette question des droits sociaux, c'est que je pense qu'effectivement, pour les pauvres et pour les personnes non protégées, épargner s'avère extrêmement difficile et dangereux. Je reprends le cas du Liban où tout d'un coup, évidemment, l'économie s'effondre et où l'accès même aux capitaux bancaires n'est plus possible, où la livre libanaise se dévalue. Toute épargne, tous les épargnants ont perdu toutes leurs économies, comme leurs parents avaient perdu leurs économies dans la guerre civile. Donc, on est dans des contextes où le moindre choc rend très vulnérable. Et donc, effectivement, moi, je dirais que le soutien financier, c'est-à-dire la facilitation à l'accès aux capitaux, n'est pas suffisant pour assurer les capacités de développement et finalement pour effectivement que se développe, on va dire, un entrepreneuriat ou plus globalement une activité économique saine et sécure. Voilà.
Merci Myriam. Donc, je passe la parole à Raphaël. Il y a une question donc, sur le fair play dans le sport. Et puis peut-être, Raphaël, s'il y a quelque chose que tu as oublié de dire ou si tu veux réagir aux remarques de Myriam, profite-en. Par rapport au fair play, c'est pas visible, c'est pas très visible, on va dire ça comme ça, du moins au niveau du golf. C'est-à-dire que il y a le développement de programmes universitaires autour du sport, parce que comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure par rapport aux problèmes structurels et aux problèmes de développement du sport au sein des sociétés du golf. Ces États essayent d'y remédier en créant des programmes universitaires dirigés autour du sport. Et au sein de ces programmes universitaires, oui, la question du fair play est présente. Mais après, quand on y regarde avec une, une focale macro, quand on prend un peu de recul sur la région, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a des pouvoirs du golf, certains pouvoirs du golf ne recourent pas par contre aux valeurs du fair play, on peut dire ça comme ça, notamment certaines accusations de corruption qui viennent questionner cette valeur du fair play. Donc au sein de ces sociétés, oui, à l'échelle des universités et des systèmes universitaires, oui, il y a une volonté d'inculquer des valeurs tournées vers le fair play, mais notamment pour pouvoir s'intégrer au système sportif mondial. Mais de l'autre côté, à l'échelle des pouvoirs et des institutions ou fédérations internationales, le fair play est moins présent. Et par rapport donc au niveau du Proche-Orient ou des sociétés du Maghreb, j'ai moins d'éléments portant sur cette question du fair play qui est assez précise. Merci Raphaël. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'aurais éventuellement une question pour réagir aux chiffres que vient de nous donner Myriam. Je vais faire court parce que peut-être Roman a aussi un commentaire. Donc Myriam, tu nous donnais des chiffres d'une enquête récente menée par l'Université américaine de Beyrouth qui disait que 86% des personnes interrogées n'ont pas d'épargne, pas d'économie exactement, tu as dit. Et donc, d'après des discussions récentes avec des collègues libanais, où on parlait de la crise bancaire, etc., certains collègues libanais nous disaient qu'en fait, il y avait pas mal de ménages qui avaient des économies, mais pas bancaires, en fait, de l'argent en cash chez eux. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, dans le cas du Liban, alors je confirme, j'ai pas d'informations, c'est une confirmation, je vais dire, de lecture interposée, hein, je répercute ce que j'ai pu lire, entendre et voir parfois dans certains cas. Donc on est effectivement dans un pays où il y a vraiment une culture de la liquidité et finalement peu de personnes déposent à la banque. Je pense que c'est rapporté à l'épisode de la guerre civile, hein, où pour le coup les banques libanaises n'avaient pas été pillées, ce qui était l'une des incongruités pour ceux qui travaillent sur les guerres civiles. Hein, à chaque fois, mais c'est souvent, alors c'est ça, c'est toute l'histoire actuelle, c'est que la question est dans quelle monnaie? Est-ce que c'est du coup des enveloppes de dollars américains ou de livres libanaises, hein, sachant que la livre était indexée au dollar depuis, on va dire, la sortie du conflit, et que effectivement sur un taux, bon, voilà. Et là, la grande tuile pour beaucoup, c'est, par exemple, pour tous les fonctionnaires, pour tous ceux qui sont payés en livres libanaises, c'est que leur monnaie, tout d'un coup, a décroché énormément par rapport au dollar. Et donc, tous ceux qui avaient des enveloppes en livres libanaises ont perdu vraiment une part très, très importante de leurs économies, y compris quand c'était à la maison, quoi. D'accord, merci Myriam. Romane, est-ce que tu as un commentaire, une question?
D'abord, je voudrais remercier aussi moi nos deux collègues et puis peut-être un petit commentaire pour tenter un peu le dialogue justement entre les deux thèmes, hein, jeunesse et sport. Moi, j'avais un peu peut-être aussi naïvement pensé que l'entrée par le sport, par la pratique sportive, eh bien, permettrait d'attraper la jeunesse autrement que par cette dichotomie. Je crois que Myriam a tout à fait raison. Hein. Pour reprendre ces figures donc dichotomiques, celle de l'indigné d'un côté ou du démocratiseur de l'autre, je m'étais dit le sport, bah, c'est très bien, ça va permettre effectivement d'être dans une masse, voilà, peut-être plus moyenne, un entre-deux, et pas tant que ça finalement, si j'entends Raphaël qui dit que, bon, c'est le cas de la péninsule arabique, mais qui dit que la centralité du sport auprès de la jeunesse n'est pas évidente. Hein, voilà, donc l'approche géopolitique permet de redire aussi l'instrumentalisation par les pouvoirs, etc. Et je crois que là, de ce point de vue-là, effectivement, le circuit de la F1 qui est diffusé dans le monde entier à Abu Dhabi a beaucoup moins de poids dans la jeunesse locale que les acrobaties automobiles, hein, celle très bien décrite par Pascal Ménoret dans son travail sur Riyad, voilà, qui est une sorte de loisir un peu non encadré, hein, au contraire, plutôt réprimé, mais qui, lui, concerne des millions de jeunes saoudiens et de jeunes golfiens. Donc voilà, le sport peut-être, hein, le sport et jeunesse peut-être, mais pas forcément par le sport institué. Je crois que c'est l'un des enseignements aussi de ce dialogue qu'on peut faire entre vos deux entrées. Je voulais ajouter que là, pour ceux qui suivent un peu l'actualité tunisienne, les manifestations actuelles et les mouvements de protestation ont en particulier, enfin les premières, il y a 2-3 semaines de ça, ont été à nouveau des mobilisations des supporters ultra du club africain, si je ne me trompe pas, qui manifestaient devant l'école de formation de foot à Tunis. C'est-à-dire qu'on voit bien, suivant les contextes, suivant les sports et suivant les milieux sociaux, donc effectivement les politiques de sport, comme le disait Raphaël, c'est aussi des politiques qui ont été très ciblées, très ciblantes et qui s'adressaient notamment aux jeunes hommes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah voilà, en tout cas, cette capacité effectivement autour du sport, ces enjeux à la fois d'encadrement, mais aussi de contournement de jeunesse qui vibrent et qui ne sont pas simplement ni instrumentalisées, ni toujours dissidentes, mais qui savent prendre parole aussi. Merci Myriam, il y avait justement dans le chat une question sur les ultras, mais je pense que tu as répondu. Romane, tu voulais dire encore quelque chose? Je vais intervenir par rapport justement à Pascal Ménoret en faisant référence à un de mes terrains de recherche menés en Arabie Saoudite il y a un an où j'avais mené toute une série d'entretiens avec des jeunes saoudiens, notamment à Jeddah. Et ce qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il m'évoquait le fait qu'il ne voulait pas rentrer justement intégrer des structures de clubs parce que le club, pour eux, ça représentait l'État. Donc, pour eux, c'était une façon de s'opposer, en fin de compte, à l'État saoudien, au royaume saoudien et notamment à Riyad, parce que là, j'étais à Jeddah. Et ces jeunes, c'était de la classe populaire et ils étaient racisés, donc c'est-à-dire ils étaient noirs. Donc en Arabie Saoudite, il y a un certain racisme d'État, excluant notamment les populations noires. Justement, lui m'expliquait le fait qu'il pratiquait le sport de manière informelle. Avec des amis et lors d'entretiens également menés à Doha avec d'anciens dirigeants et d'anciens entraîneurs sportifs qui sont passés notamment par le club de Médine, il m'expliquait justement qu'en Arabie Saoudite, contrairement, ça tranchait avec Doha et notamment une jeunesse qui a du mal à se mettre une jeunesse qatarienne qui ne voit pas dans le sport un élément de promotion sociale.
en Arabie Saoudite, justement, ça a tranché complètement avec Doha parce qu'il y avait ce football de rue et un football de rue dans lequel on retrouve à la fois des franges populaires de la société saoudienne, des Saoudiens issus de milieux populaires, mais également aussi tout un ensemble de personnes qui ne sont pas intégrées au tissu national saoudien, notamment beaucoup de Yéménites. Et notamment des Yéménites qu'on retrouve, certains Yéménites qui aujourd'hui jouent pour la sélection émirienne parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir la nationalité pour l'ensemble de leur famille. Notamment, il y a Omar Abdurrahman Alamoudi, qui est un jeune Yéménite né à Riyad, d'une famille originaire de la région de l'Hadramaout, qui aujourd'hui joue pour la sélection émirienne parce que justement, il a eu ce problème, il n'a pas réussi à obtenir toute la nationalité pour l'ensemble de sa famille. Et donc, c'est un ensemble de phénomènes qui ne sont pas visibles, mais qui apparaissent à travers les terrains menés et notamment aussi les entretiens menés auprès de différents dirigeants. Et on retrouve également ça aux Émirats arabes unis, notamment avec aussi la question de la jeunesse bidoune. Et également au Qatar, où on retrouve des bidounes, notamment certains bidounes qui sont issus de la jeunesse koweïtienne et qui essayent d'avoir accès à une nationalité par le terrain sportif, notamment dans le handball qatarien. Il y a des cas qui sont en lien avec cette question des bidounes qui est prégnante dans le Golfe. D'accord, merci. Alors, donc on arrive à la fin du séminaire. Je voudrais remercier tous les intervenants, Roman Sannicki, Myriam Katus, Raphaël Lemago-Ariec, pour leur intervention. Le webinaire sera disponible en replay. Et alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on présentait un ouvrage collectif qui a été publié en hommage à deux professeurs, Jean-François Trin et Pierre Signol. Et je sais que Pierre Signol est connecté. Je ne sais pas si Pierre, tu veux t'exprimer. Il faut que tu montes sur scène pour ça. On attend une minute pour voir. Tu peux aussi poser, Pierre, une question dans le chat ou dans les questions. Peut-être qu'il ne voit plus trop comment monter sur scène. Je ne sais pas si Delphine Constant est là. Est-ce qu'elle peut faire monter sur scène Pierre Signol? En vedette américaine, il va adorer. J'ai pas compris. Tu as dit quoi? Ce sera notre vedette américaine du jour. Voilà, notre vedette américaine. Bon, alors, mais est-ce que nous, on peut le faire monter? Je ne me souviens plus. Je suis en train de regarder. Voilà. Il se prépare, Pierre. Donc, il y a quelqu'un qui essaye de te faire monter. On a fait du s'arrête. Bon, je ne sais pas. Je le cherche encore. Voilà. Je ne sais pas si je peux le faire monter sur scène. Oui, invité sur scène. Pierre, si tu veux, il faut que tu appuies sur monter sur scène. En bas de nos images, en bas de nos têtes. Tu dois avoir monté sur scène, Pierre. Bon, sinon, il veut peut-être rester discret. Ok. Eh bien, voilà, je vous remercie tous. Myriam, Raphaël, Roman. Merci à vous surtout. Merci à toi. Et merci à Delphine pour l'aide technique. Encore pardon pour les déconnexions. Et puis donc, je vous donne rendez-vous le 29 janvier, vendredi 29 janvier, mêmes horaires, pour parler à nouveau de cet ouvrage avec deux autres entrées qui sont les ports, l'aménagement portuaire et les grands projets. Donc avec Hicham Mouloudi et Nora Mareille, ainsi que Bénédicte Florin, qui est une des coordinatrices de l'ouvrage. Merci à tous.